Sur Télésud, merci de nous rejoindre pour un nouveau tour de l'actualité. Mercredi 4 juillet, à la une, au Sénégal, le président Macky Sall et sa coalition gagnent les législatives avec 118 sièges sur les 150 que compte l'Assemblée nationale. Le président dispose désormais des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre ses promesses électorales. La culture malienne continue à vivre une page sombre de son histoire avec la profanation puis destruction de mausolées et mosquées à Tombouctou. La population demande à la communauté internationale de réagir immédiatement. Une montée des marches en mode rebelle. Rebelle, c'est le titre du film qui a inauguré l'ouverture du festival Écran Noir au Cameroun. Pendant une semaine, Yaoundé vivra au rythme des films d'ici et d'ailleurs. Au Sénégal, 3 mois après son écrasante victoire face à Abdoulaye Wade, la coalition emmenée par Macky Sall a également remporté les élections législatives du 1er juillet dernier. Selon les derniers chiffres, la coalition autour du président Macky Sall remporte 118 sur les 150 sièges que compte l'Assemblée nationale. Correspondant sur place, Fernand Tenin. Si les tendances se confirment, les observateurs de la scène politique affirment que ce sera l'Assemblée la plus mal élue de l'histoire du Sénégal. Le taux élevé d'abstention qui avoisine 60% est passé par là. Et la société civile, à l'instar de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO, s'en offusque. Le grand problème que nous avons eu, c'est surtout l'abstention, le taux d'abstention qui est élevé, qui est pratiquement le plus élevé de l'histoire politique du Sénégal et surtout des élections pluralistes post-coloniales depuis 1978. Donc, il me semble également que c'est un problème réel. Cette forte abstention, surtout des jeunes, est un message à décrypter. D'autres leaders politiques suggèrent le couplage des élections présidentielles et législatives. Pour d'autres, c'est plutôt le mode de scrutin qui doit être revu. Si une coalition ou un parti arrive à avoir la majorité avec même une voix, il rafle tout, selon il ou elle, coalition ou parti. Donc ça ne reflète pas la démocratie. Toujours est-il que le nouveau Parlement va commencer à siéger sous peu. Le président Macky Sall, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, y dispose d'une majorité jugée confortable avec 118 députés sur 150. Cette coalition est suivie par le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, précédemment au pouvoir, qui obtient une quinzaine de députés. Ensuite vient la coalition Bokk Gis Gis, dissidente du PDS et dirigée par le président du Sénat, Pape Diop, avec 8 sièges. Au Mali, alors que le saccage des mausolées de Tombouctou par les islamistes se poursuit, des sages ont dissuadé des jeunes de manifester contre la destruction de ces monuments de saints musulmans. Ils craignent le bain de sang. Mais quelle est la réaction de la population malienne? Réponse avec Nianian Aliou Traoré. C'est 7 des 16 mausolées de saints musulmans à Tombouctou que les islamistes du groupe armé Ansardine ont démolis pendant le week-end. Un acte des plus odieux que le Mali, dans toute son histoire culturelle, n'a pas connu. Pire encore, les islamistes ont franchi une étape supplémentaire lundi en brisant la porte d'entrée d'une des 3 plus grandes mosquées de la ville. Stupéfaction et désolation ont accueilli ces actes criminels. En saccageant ces mausolées-là, on veut raser l'histoire. On veut effacer l'âme de la ville de Tombouctou. Les 333 siens, ce n'est pas du rien. C'est bâti sur quelque chose d'historique qui accompagne tout Tombouctien dans sa vie. Tout Malien, tout musulman. Et c'est là que nous nous posons des problèmes. Est-ce que ceux qui sont en train de faire ça sont des musulmans? Ces mausolées, ces mosquées représentent tout pour moi. La mosquée de Sidi Yahia qui a été détruite, ça m'a tellement affecté, ma famille est même collée à la mosquée. Donc je dirais que c'est une partie de moi-même qui a été détruite. Même les tout-petits ne restent pas indifférents face à ces profanations, même s'ils ne savent pas souvent de quoi il s'agit. On a vu à la télé des mosquées qui sont en train d'être saccagées. On ne sait pas ce que c'est, mais quand même, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Je voudrais que ces enfants
prennent un peu conscience aussi de cela, que les parents aussi à la maison leur parlent de ça. Malgré le saccage, nous allons continuer à parler de ça parce que nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains de qui que ce soit. Et nous sommes obligés de défendre, c'est notre patrimoine. Le ministère de la Culture malienne est déjà dans le processus de saisine de la Cour pénale internationale. Mais force est de reconnaître qu'il y a urgence. Un peuple se doit de léguer une histoire, un patrimoine à sa jeune génération, au risque qu'elle tombe dans l'obscurantisme total. Et toujours sur la destruction de bâtiments religieux musulmans à Tombouctou, on écoute la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Elle a qualifié ces actes de tragédie et a demandé le soutien de la communauté internationale pour arrêter cette destruction. Tout ce qui se passe au Mali, la destruction des mausolées, les sites de patrimoine mondial représente une tragédie. C'est totalement inacceptable, quoi que ce soit la situation. J'ai lancé un appel à tous les parties prenantes. J'ai lancé cet appel aussi à tous les partenaires, aux leaders politiques, religieux. J'ai discuté ça avec le secrétaire général des Nations Unies. J'ai discuté avec le directeur général de l'ICESCO, l'Organisation islamique pour la culture et l'éducation. Nous avons aujourd'hui déjà aussi la forte déclaration de l'ICESCO. Nous sommes en contact avec les autorités maliennes. Il nous faut tout le soutien de la communauté internationale pour arrêter cette destruction. Les présumés auteurs seront poursuivis et répondront de leurs actes. Le Mali, pays laïque, terre de tolérance et d'hospitalité, héritier de plusieurs civilisations séculaires, respectueux des biens et des droits de la personne, reste encore debout et conserve sa dignité. C'était Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, et puis la ministre de la Culture malienne. Vous le savez sans doute, le Sud-Soudan possède des terres vastes et fertiles, mais un an après l'indépendance, l'heure est aux pénuries alimentaires graves et à la malnutrition. Depuis quelques semaines, l'unité de génie chinois de la mission des Nations Unies s'organise avec l'armée soudanaise pour aménager les terres arables. Moïse Moukoro. Le retour à l'agriculture, c'est le message que le gouvernement sud-soudanais ne cesse de marteler aux populations. Près de la ville de Wau, dans le nord-est du Sud-Soudan, l'armée vient d'aménager 30 000 m² de terres agricoles. Et c'est avec l'aide d'une unité de génie militaire chinoise appartenant à la mission des Nations Unies dans le pays. Ces terres serviront à la culture de produits destinés aux soldats, mais aussi aux populations locales. Économiquement, ce projet aidera à la fois l'armée et les civils dans la région au cas où les terres produiront de bons produits. Ces produits pourront être vendus sur le marché. Le pays possède de vastes terres fertiles, mais un an après son indépendance, il reste confronté à de sérieux problèmes de malnutrition. Pendant 20 jours, cette unité de génie chinoise s'est véritablement engagée. L'objectif est d'aider les Sud-Soudanais à mieux maîtriser les techniques d'exploitation agricole et amener le pays à assurer l'autosuffisance alimentaire à long terme. Malgré les contraintes, le soleil brûlant, les piqûres de moustiques, les menaces de scorpions et de serpents, nous avons travaillé avec un esprit plein d'énergie et de vitalité. Ce projet sera notre petite contribution à l'amélioration de conditions de vie des populations sud-soudanaises. À travers ce projet d'aménagement des terres, l'ONU veut faire passer un message. Sa mission au Sud-Soudan ne contribue pas seulement au maintien de la paix, mais aussi au développement économique du pays. Quant aux autorités, le retour à la terre est une nécessité pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition au moment où le pays s'apprête à fêter le 10e anniversaire de son indépendance le 9 juillet prochain. Au Cameroun, les cinéastes sont à l'honneur avec le démarrage du festival Écran Noir. Pendant une semaine, à Yaoundé, plusieurs réalisateurs en compétition vont proposer leurs films autour de l'Afrique. Le festival a démarré par la projection du film Rebelle du réalisateur canadien Kim Nguyen. Fatouma Garba. Ils sont venus nombreux, les cinéastes, acteurs, invités et membres du jury à ce 16e festival du film africain Écran Noir. Une aubaine pour les Camerounais fans de cinéma. Depuis que les salles ont disparu, alors l'existence d'Écran Noir est devenue plus qu'une nécessité. Donner à de jeunes Camerounais la possibilité d'être formés. Le festival a démarré par la projection du film Rebelle du réalisateur canadien Kim Nguyen. Primé au festival de Berlin et Tribeca, il raconte le drame des enfants soldats.
L'actrice principale Rachel Mwanza a d'ailleurs été récompensée à plusieurs reprises pour son interprétation. À la toute dernière minute, on n'avait pas dit qu'on allait faire l'ouverture du festival et Basek m'a rejoint il y a 1 ou 2 semaines pour me dire qu'on allait faire l'ouverture, alors c'était vraiment une belle nouvelle. Parmi les films en compétition, Maïga, celui du cinéaste Michel Kouété. Cette année, il présente son premier film pour le prix de l'espoir du court-métrage au festival. On essaye à travers le parcours de Maïga, le parcours d'une femme muselée, d'une femme battue, d'une femme maltraitée, de faire un peu comme un écrivain français disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Donc on essaie de transposer les souffrances de cette femme ou les souffrances de toutes les femmes par cette femme. Les projections cinématographiques ont lieu dans de nombreux endroits, dont le Palais des Congrès et la salle de conférence du CNPS. Une 60aine de films sont en compétition dans toutes les catégories et le jury a jusqu'au 7 juillet pour se prononcer. Et avant de clore cette édition, j'ajoute l'autre information de la journée, celle de la visite du président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était à Paris. L'avion présidentiel a atterri il y a quelques instants sur le tarmac du Bourget. Le président a notamment été accueilli par les étudiants gabonais de France. Une visite à Paris qui sera également marquée par la première rencontre entre Ali Bongo et François Hollande. Le numéro 1 gabonais sera donc reçu à l'Élysée ce jeudi pour discuter de la coopération, mais également de la politique intérieure gabonaise. À suivre dans notre prochaine édition, les images de cette venue à Paris. Voilà, ce journal s'achève. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal au Sénégal. Macky Sall est désormais attendu au tournant par ses électeurs avec 118 députés sur 150 à l'Assemblée nationale. Le président sénégalais dispose des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre ses promesses électorales. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos programmes continuent sur Télé Sud. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.